conférence, La tendresse du père, réflexion clinique en temps de Covid. Et donc, Romuald, tu es maître de conférence à l'Université de Franche-Comté à Besançon, tu es membre de la WAIM France et de Piqueur Logsy. Donc, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir fait l'effort de venir de Besançon et d'être présent aujourd'hui au séminaire. Ouais. En temps de Covid, hein, c'est-à-dire dans une ambiance un peu particulière, avec peu de participants, mais qu'à cela ne tienne. Voilà. Ben oui, c'est de l'endurance. absolument. Je t'en prie, prends ton temps, parce qu'effectivement, ce qui est important, c'est qu'on ait 20 minutes, une demi-heure pour pouvoir dialoguer avec toi après. Oui, oui. Tu peux vraiment prendre une heure, un quart, une heure et demie, très, très tranquillement. Ok, très bien. Eh bien, merci Sylvain de cette invitation, de cette présentation. C'est avec grand plaisir que je présente mon travail, même si on est peu nombreux. Voilà, c'est l'occasion d'échanger, de se mettre aussi en mouvement par rapport à ce thème de recherche qui m'est cher, qui concerne en particulier le père. Alors, peut-être indiquer sur quel type d'exercice clinique ces réflexions prennent appui. Hein. De mon côté, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des services de néphrologie et dialyse adultes, avec des personnes âgées, mais aussi avec des enfants dans des services de néphropédia. Et puis, depuis 10 ans maintenant, je travaille en crèche, sur différentes crèches. J'ai travaillé jusqu'à, par exemple, 4 crèches. À un moment, je travaille sur 4 crèches en même temps, des crèches qui sont parfois très différentes. On se représente peut-être pas forcément ça suffisamment, mais il y a des crèches, par exemple, c'est des crèches sociales. On est dans des quartiers très défavorisés, avec des problématiques tout à fait particulières. Il peut y avoir des crèches interentreprises qui vont poser d'autres difficultés, comme par exemple beaucoup de parents qui sont dans des mutations suite à des concours, hein, par exemple parce qu'ils sont militaires, parce qu'ils sont gendarmes, parce qu'ils sont policiers, avec une vraie problématique autour de l'isolement, hein, qui est vraiment à prendre en compte et qui est vraiment intéressante à travailler. Des crèches aussi qui peuvent être des crèches plus thérapeutiques, parce qu'on trouve parfois un personnel qui est très engagé du côté de certains concepts, par exemple autour de Piqueur Logsy, ça c'est sur une des crèches en particulier, pour citer, c'est une crèche d'Havane, la crèche d'Havane avec un groupe privé qui s'appelle la Maison Bleue, où vraiment j'ai trouvé une équipe là qui était très investie et dans des enjeux très thérapeutiques avec les enfants, et ça se ressent vraiment à différents étages dans comment va être réfléchie la pédagogie avec les bébés, les enfants et les familles accueillies tout particulièrement. Voilà. Et puis aussi des crèches. J'ai une crèche où j'ai travaillé et où je continue à travailler. C'est juste à côté de Besançon. C'est quasiment un village, quoi. Hein, c'est l'impression d'être dans une crèche de village. Et alors là, j'ai été étonné, moi, de voir toutes les situations de carence dans cette situation-là. Hein, on se représenterait comme ça, c'est un petit village. Voilà, peut-être les situations seront moins compliquées. Eh bien non, elles sont parfois beaucoup plus complexes que dans d'autres crèches de ville. Hein, alors ça a pu parfois m'étonner. Alors moi, du coup, ça fait 10 ans que je travaille dans ces crèches. Et bien sûr, la question du père, elle s'est imposée à moi très vite. Hein, je fais le détour dans mes réflexions autour de ma pratique clinique en crèche. Très vite, en fait, on m'a demandé de réfléchir, par exemple, au temps d'adaptation. Comment réfléchir au temps d'adaptation, comment accueillir ces bébés, comment travailler avec la référente ou le référent, hein, parce qu'il y a quelques professionnels hommes qui travaillent en crèche, hein, comment penser ces différents temps d'adaptation. Alors moi, il y a eu quelque chose de très surprenant dans cette réflexion autour de l'adaptation. J'ai vraiment entendu des professionnels ne pas du tout penser, en fait, à la place des pères dans cette période de l'adaptation. C'était les mères qui devaient se séparer de leur bébé, de leur jeune enfant. C'était jamais les pères. Et quand j'ai soulevé cette question-là, ça a un peu créé un blanc, je dirais, avec les équipes. Hein. Alors, justement, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire, parce que sur le plan social, on parle de cette place des pères qui aurait beaucoup évolué, finalement, dans le champ de la périnatalité et de la petite enfance, mais finalement, dans les faits, ça reste quand même très très compliqué, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à défendre. Et j'aime bien donner cet exemple-là, qui a été un exemple où j'ai présenté mon travail au colloque de Béco avec Zaouche Gaudron sur Toulouse. Donc c'était il y a quelques années maintenant, et
Bon, Zaouche-Gaudron qui a beaucoup parlé du père, voilà, avec aussi le Camus qui a beaucoup parlé du père sur Toulouse. On pourrait s'attendre à un colloque sur le bébé à Toulouse, qu'on parle beaucoup du père. Eh bien non, j'ai été surpris qu'on ne parle pas beaucoup du père. Et à partir du moment où j'avais présenté moi en atelier, sur la suite, des personnes en symposium ont pu reprendre justement cette question du père, parce que j'étais dans la salle, parce que j'en avais parlé avant, alors que ça ne leur venait pas directement pour un travail autour de la périnatalité. Donc ça, c'est quand même des choses que je trouve importantes à penser, à travailler, hein, parce qu'on dit que voilà, il y a des choses qui sont très inscrites aujourd'hui, actuellement. Hein. Bonjour. Et en fait, on peut se rendre compte dans les faits que finalement, ça pourrait ne pas suivre, hein, que ça pourrait finalement rester comme quelque chose d'un peu entre deux. Alors, j'avais envie de commencer par cette slide avec cette citation de Geneviève de Lézy de Parseval, qui indique dans La part du père, au regard de la procréation, l'homme et la femme, le père et la mère ont un fonctionnement psychique identique. Ils partent, si l'on peut dire, avec le même bagage psychologique, conscient et inconscient, et sont en ce sens des êtres humains avant d'être des êtres sexués. Alors, j'ai représenté un peu, je vous ai amené quelques représentations de celle de Zuber Buller avec l'horloger et sa famille. Hein. Et puis aussi ce papa. Alors c'est une photo, c'est des photos qu'on peut trouver sur Internet, mais je trouve que c'est intéressant quand il y a une espèce d'articulation comme ça entre la figure du père qui est entre quelque chose de viril et de tendre à la fois avec son bébé. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir poser cette question-là hein, autour des pères, des devenants pères. Peut-être plus particulièrement comment penser l'articulation entre virilité et tendresse hein, et qu'est-ce que ça va permettre, empêcher hein, dans l'engagement finalement paternel. Alors peut-être vous remettre dans ce contexte de la crèche, hein, peut-être vous dire comme ça que parfois, quelques heures, toutes les semaines, dans différentes crèches assis au sol, je suis un homme qui observe des enfants. Hein, donc j'observe les bébés, les enfants, les parents, les professionnels. Hein, et puis la plupart savent que je suis psychologue. Ils l'ont repéré. Des enfants, parfois, viennent s'asseoir sur moi. Hein, ils viennent chercher un câlin. Ils viennent me confier un doudou. Ils viennent me confier une tétine, un jeu, un livre. Bon. Il m'arrive même d'avoir des bébés dans les bras. Moi, à qui on a pourtant parlé de l'interdit du toucher en psychanalyse. Alors, certains parents me sollicitent pour échanger sur des questions du moment, peut-être informellement, hein, dans cette vie quotidienne au sein des unités de vie, dans les couloirs, près des casiers, lors des départs, lors de ce qu'on appelle aussi dans certaines crèches des cafés parents. Hein, on propose une boisson chaude à des parents le matin à la crèche, dans un couloir, dans un hall. Et ça permet vraiment d'échanger de façon informel, mais parfois c'est vraiment des entretiens qu'on n'aura jamais en direct avec un rendez-vous pris avec cette mère, ce père-là ou ces parents-là. Donc bien sûr, il y a aussi la possibilité des entretiens. Alors cette image d'un homme en crèche n'est pas anodine. Hein. Je trouve qu'elle vient mettre en scène, agir les représentations du masculin et du paternel dans ces lieux d'accueil du bébé, du jeune enfant et de sa famille. Par exemple, dans Un homme à la crèche, il y a Appel qui, en 2006, disait qu'il témoignait de son expérience d'éducateur en crèche avec humour et questionnait cette place remarquable. Hein. Voilà, comment elle est remarquable? Est-ce qu'on remarque plus particulièrement un homme? Et c'est vrai que dans les crèches où il y a un professionnel qui est homme, en général, cet homme a une place particulière. Hein. Je pourrais citer des prénoms de professionnels, mais je ne vais pas le faire pour les citer très concrètement. Mais souvent, ces noms-là reviennent plus particulièrement ils sont d'ailleurs plus connus que les prénoms des professionnels féminins dans ces crèches-là. Et ça, je trouve ça, par exemple, intéressant quand Appel, par exemple, dit qu'il s'agirait là d'une place remarquable. Alors, la présence d'hommes travaillant en crèche auprès de bébés indique que chaque caregiver, homme ou femme, soignant et ou parent en crèche et ou en famille, est amené à travailler, à retravailler ses capacités de contenance, d'enveloppe psychique, sa parentalité interne soignante, pour reprendre Ciccone, indépendamment de leur sexe et de leur genre. Loin d'une position toute puissante, un travail de réinterprétation de sa bisensualité, de sa bisexualité psychique, favorise des mouvements psychiques de renoncement, de renonciation, sans abandonner pour autant les qualités de contenance qui ne sont pas exclusivement maternelles. Alors, en crèche, les pères sont-ils de sympathiques inconnus, hein, comme a pu en parler par exemple un sociologue qui est Long. Si cela était le cas, s'agit-il d'une maltraitance ordinaire en direction des pères, hein?
Et là, je rejoindrai le travail de Schultz et Sylvain Missonnier en 2019. Et alors, comment leur proposer une place? De Montigny, Gervais et Dubo, en 2017, ont noté que les locaux, par exemple, d'accueil des futurs et jeunes parents sont souvent pensés pour accueillir des mères, des devenants mères. Il n'y a par exemple pas de revue pour les hommes dans ces salles d'attente, peu de couleurs neutres ou masculines. Il existe toujours dans la société française actuelle des représentations qui mettent à mal le désir des devenants pères à être des nouveaux pères, ce qui ne favorise pas leur engagement paternel. L'accueil des parents en crèche et dans tous les lieux d'accueil de périnatalité de première enfance est proposé quasi exclusivement par un personnel féminin, avec tous les effets potentiels que cela a sur l'accompagnement à la parentalité pour les devenants parents, mères, pères et pour l'enfant. Si ce questionnement semble évident pour beaucoup, théoriquement, dans les faits et dans les pratiques, cela reste plus complexe. Favoriser les figures masculines et paternelles dans ces lieux d'accueil de la périnatalité de la première enfance permet de favoriser ce processus qui conduit à la triade, à la triadification, puis à la triangulation oedipienne. Et là, je reprends les travaux de Lebovici, Lamour, Gozlan, Longchamp en 1997. Alors, accueillir la paternalisation, la paternité et le paternage en crèche, bien sûr, ça va poser beaucoup de questions. Alors, j'ai écrit un article dans la revue Dialogue, c'est avec un certain Raphaël Riant, qui fait partie maintenant des docteurs en psycho depuis quelques temps. Et puis en travaillant sur un article justement sur les groupes de papas en crèche, puisque j'anime des groupes de papas en crèche, dans mon article, je parlais tout le temps des papas. Puis je me disais, mais finalement, pourquoi tu parles de papa et pas de père? Je trouvais que c'était une très bonne question, ça. Je disais, papa... Et vraiment, je trouvais là une réponse en fait, à une question que je me posais depuis beaucoup de temps. C'était cette question du papa tendre, en fait. Pour moi, quand on dit papa, on est plutôt du côté de la tendresse. Quand on est du côté du père, peut-être qu'on n'est pas du côté de cette tendresse-là, mais peut-être qu'elle peut en faire partie. Peut-être que ça dépendra un peu comment chacun utilisera ce mot de père ou de papa. Mais cette question, elle est essentielle, je trouve, c'est de se poser dans ce devenant parent. Est-ce qu'un homme devient un parent? Est-ce qu'un homme devient un père? Est-ce qu'il devient un papa? Et je pense que là, il y a vraiment à s'interroger par rapport à cette question de la tendresse des pères que je trouve très importante à travailler. Alors, il faudrait peut-être se rappeler aussi quelques définitions avec ce qu'elles convoquent intrapsychiquement, intersubjectivement, socialement, culturellement. En rappelant par exemple Joël Clerget en 2008 qui disait « Le père n'est pas une affaire de définition ou d'idée, mais un engagement d'acte ». Et ça, je trouve c'est très intéressant de pouvoir le proposer aussi de cette façon. CUPA, en 1994, avec des collaborateurs, a rappelé que la paternalisation était l'ensemble des processus qui se déroulent lorsqu'un homme devient père. Avec les concepts de paternité, la paternité serait la structure d'ensemble qui résulte du jeu et de l'équilibre des fonctions paternelles. Et le paternage serait l'ensemble des soins paternels. Alors, quels sont ces soins paternels? Ça, il faudra peut-être s'interroger avec les hommes qui deviennent pères dans cette place toute particulière. Alors, bien sûr, un père n'est pas toujours le géniteur. Sans thèse de paternité, le père est toujours incertain. Pater semper incertus est. La clinique nous a renseigné et continue à nous renseigner de ces adoptions volontaires, de ces pères qui savent très bien qu'ils ne sont pas les géniteurs de cet enfant, mais qui ont adopté volontairement cet enfant. Il y a aussi l'exemple des FIV avec donneur de sperme. Cela pose une question essentielle. Le vrai père est-il celui du sang ou celui du cœur, pour reprendre les travaux d'une Strasbourgeoise qui est Hurstel en 1996. Un préalable important est celui de la fantasmatisation paternelle de l'enfant à venir. Deleuze de Perceval en 1980 relevait l'importance quasi nulle donnée chez nous au père pendant la grossesse. L'homme occidental risquerait ainsi d'être véritablement amputé, disait-elle, d'une part de paternité. L'homme devenant père, indépendamment de sa qualité de géniteur, se considère-t-il comme un gestateur, comme enceint, ce qui questionne le complexe de grossesse des pères. Alors ça, il y a beaucoup de blagues sur la couvade. Je pense que vous avez déjà un peu entendu ces choses-là, qui sont vraiment des moments, je trouve, de grande maltraitance pour ces hommes qui deviennent pères. Oh oui, tu as pris un petit peu de bide, tu fais ta petite couvade. Oh, c'est mignon, il a fait sa petite couvade. Mais comme si finalement il se lâchait, ce papa-là, alors on ne pense pas du tout le processus finalement qui est à l'œuvre intrapsychiquement de préparation et les enjeux qui peuvent se retrouver corporellement chez ces pères.
Alors, plusieurs auteurs notent que la transparence psychique n'est pas réservée à la femme gestatrice devenant mère, par exemple Moreau, Laporal. La transparence psychique des pères peut même apparaître flamboyante dans la clinique, avec par exemple des désirs de tromperie de la femme enceinte en lien à des vœux fratricides pour le devenant père, en écho à une dépressivité paternelle nécessaire. Par exemple, Sylvain Missonnier en a parlé. Oui, en arrivant ici à la maternité, je suis confronté à ce que je n'ai pas, lui a dit un père. Pour Cyrol, en 2009, le repérage des grossesses à paternité vulnérable reste encore trop une préoccupation secondaire. Des groupes de parole de pères en maternité peuvent ainsi se penser pour soutenir les processus psychiques de l'homme devenant père. Et on peut retrouver bien sûr les travaux de Sylvain Missonnier, mais aussi de Trupin, par exemple, ou aussi de Benoît. Et puis, moi, j'ai proposé aussi quelques échos pour l'après, de pouvoir le penser peut-être en PMI, en crèche, en tout cas dans tous ces lieux où des papas s'occupent de leur bébé, de leur jeune enfant. Les accouchements physiques et psychiques n'ont pas la même temporalité. Chez le père, le voyage psychique de la grossesse, comme en parle Darchis en 2000, va contribuer à l'amener à la destination de la grossesse. Les enjeux d'un voyage blanc, dont parle à nouveau Darchis, mais là en 2002, peuvent le conduire ailleurs, dans un blues paternel, voire une psychose puerpérale paternelle. Lors de l'accouchement à venir, les pères se sentent dans une impuissance à préparer leur accouchement, à accoucher, à faire accoucher. Si la femme a psychiquement besoin de s'accoucher elle-même mère, elle accouche également d'un père et d'un bébé. Le père lui-même a besoin de s'accoucher père, d'accoucher d'un bébé, d'une mère. Par la médicalisation, la surmédicalisation de l'accouchement notamment, les hommes devenant pères sont empêchés par leur créativité. Dans Enceint, je ne sais pas si vous connaissez ce livre Enceint de Gutlen Ben, en 2013, le devenant père, en peau à peau avec sa femme devenant mère, se positionne derrière elle sur la table, puis sortent le bébé à 4 mains. Si vous ne l'avez pas lu, il faut lire ce truc-là, parce que ça renvoie une image vraiment très intéressante autour de la triade et de ses enjeux, d'être ensemble, et à nouveau aussi de ce rapport à la tendresse dont je parle là. Enceint. Voilà, Gutlen Ben, G-U-T-H-L-E-B-E-N, donc c'est en 2013. Avec la rencontre concrète avec son bébé, le père sera-t-il un objet paternel et ou un substitut maternel, pour reprendre par exemple ce qu'a proposé Duparc en 2008. À l'image de la place des pères dans l'allaitement, dans ce qui se nourrit au sein du lien père-mère-bébé, le père se sent-il comme... Et c'est une proposition de Bouchard-Godard en 93, comme une nourrice sèche. Je trouvais que c'était intéressant, cette proposition-là. Interrogeons la remarque reçue aussi de Lebovici par Bensoussan, qui est relatée en 2001, à propos des 2 seins de la mère allaitante. Lebovici lui dit « Vous en oubliez un, le sein du père ». Je trouvais ça super. Je rappellerai ici le désir, l'envie, au sens de Mélanie Klein, d'un sein nourricier chez les hommes devenant pères. L'exemple de la culture Aka, peut-être vous connaissez la culture Aka avec Eveleth en 91 en Afrique centrale, est à ce sujet notable. Les hommes proposent à leurs enfants leurs tétons quand leurs femmes partent chasser. Ça, c'est aussi intéressant pour penser jusque-là, justement, cette question de la tendresse des pères. Et qu'est-ce qu'on penserait de ça aujourd'hui si on proposait finalement que les pères puissent mettre leur bébé au téton? Qu'est-ce que ça générerait socialement? Ce serait très intéressant à accueillir finalement les réflexions autour de ça. La qualité des liens et des soins du père caregiver pré-oedipien, comme on parle par exemple Gols en 2017, ne peut qu'alimenter, légitimer la fonction paternelle, le père oedipien et post-oedipien. Dans les soins que donne un homme devenant père ou un professionnel de la petite enfance, la suspicion pédophile peut se trouver. Les rapports corps à corps, peau à peau, les rencontres sensuelles, corporelles du paternage mettent en branle cette question. L'homme peut-il plutôt se penser, comme l'a proposé Pirlo en 2008, pérophile? Peut-être que c'est une question à poser pour pouvoir justement penser comment des hommes qui deviennent pères peuvent être aussi en difficulté dans cet engagement du côté du paternage, du côté de la tendresse avec leur enfant. Alors, je vous propose différents temps aussi qui sont liés à une recherche sur les hommes qui deviennent pères, avec plusieurs rencontres, avec des échos, avec la situation actuelle à propos de la Covid, parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir penser aussi comment cette crise actuelle
avec ces enjeux sur la périnatalité, et en particulier sur les primipères, va permettre de penser peut-être différemment aussi cette place des pères, parce que ça a permis, parce que j'ai envie aussi de penser ça avec la Covid, qu'est-ce que la Covid a permis finalement à des pères, et pas seulement qu'est-ce que ça a défavorisé dans cette période-là. Alors bien sûr, il faut avoir en tête que lorsqu'un homme devient père, il peut y avoir différentes manifestations, ça je crois que c'est toujours important de le rappeler, des manifestations névrotiques, psychotiques, psychosomatiques. Relisez l'article par exemple de Sarah Bilowski en 2019 qui recense un peu tout ça de façon un peu plus ramassée, mais c'est toujours important de le penser. De penser bien sûr une dépression paternelle périnatale, et c'est pas seulement de penser une dépression postpartum chez la mère, avec ces indications de 10%, avec une flambée à 3-6 mois, je ne sais pas si vous avez ça en tête aussi, qui est plutôt du côté des 25,6%. Donc ça c'est aussi intéressant à penser. On pourrait inviter beaucoup d'acteurs comme ça, médicaux et paramédicaux, à penser ces chiffres-là et à faire attention du coup dans leur prise en charge auprès des hommes qui deviennent pères ou qui sont déjà pères. Cette question de la dépression paternelle périnatale. Bien sûr, il y a les enjeux psychotiques, de psychose puerpérale, et il y a aussi ces enjeux de psychosomatique. Alors moi, je suis très attaché à la psychosomatique. C'est un enjeu qui vraiment est très important pour moi, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir justement bien accueillir ces questions de couvade, avec ces questions aussi d'engagement paternel, parce que finalement, ce qu'on pourrait retrouver dans certaines études comme ça, autour de ce qui appartient à la physiologie, même à des aspects cognitifs, plus un père s'attache, plus il y a justement ces enjeux peut-être de couvade, et plus il va y avoir des enjeux de baisse de testostérone. Alors, est-ce que ça va être acceptable, ça, pour des pères, de sentir qu'il y a quelque chose comme ça qui se baisse chez eux, par rapport à peut-être ces enjeux de virilité dont j'ai parlé déjà précédemment. Alors bien sûr, il y a des enjeux différents selon les temps du devenir parent, de la transition à la parentalité. J'aime bien rappeler cette espèce de processus qui est en jeu chez un homme qui devient un père. Par exemple, j'avais proposé dans un article sur la question de l'allaitement des pères, cette question de la patrescence. Est-ce qu'on pourrait parler, certains ont parlé par exemple du côté de la mère, de la matrescence, pour le faire un écho justement avec le processus adolescent qui peut être en jeu. Peut-être qu'il faudrait aussi penser ça du côté des pères, cette patrescence à l'œuvre, quels processus se mettent en jeu et qui sont pas seulement des enjeux psychiques, mais aussi des enjeux qui peuvent être vraiment tout à fait corporels et physiologiques. D'où vraiment l'importance pour moi de bien repenser les enjeux psychosomatiques et de bien mettre en avant justement ces enjeux de couvade et ce qui peut se trouver sur le plan corporel. Par exemple, comme un primipère qui me dit, mais vous savez, moi, pendant ma première grossesse, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. Ça, c'est intéressant dans ce que ça veut dire par rapport aux enjeux comme ça psychosomatiques et pas seulement sur le plan psy, pour le dire comme ça. Alors, voilà, je vais vous faire un peu des échos entre une recherche en cours sur ce devenir primipère en période de Covid et de confinement, avec la toute première en particulier période de confinement, en tout cas dans la première année, avec des résultats qui sont ceux d'une recherche autour de pères de primipères, donc avec la question des échos, de la préparation à l'accouchement, la salle de naissance, maternité, présence à la maison, activité professionnelle, quelles ont été les conséquences à court, moyen, long terme de cette crise sanitaire chez ces pères. C'est intéressant de penser, Moi, j'avais été, en revenant en crèche ou dans des échos que j'avais pu avoir autour des crèches après le premier confinement, j'ai eu des échos comme ça de papa qui me disaient « Mais moi, j'ai dû rester dans ma voiture pendant que ma femme accouchait à l'hôpital. » Je trouvais ça terrible dans cette période de confinement. Je m'imaginais ce père seul avec sa femme en train d'accoucher de leur premier enfant. C'est un truc complètement dingue. Et on l'a appelé, il a pu venir quand même peut-être 5 minutes voir le bébé, la maman, pour se rassurer, et il est reparti. Et il n'a pas pu rester. Et puis après, ils se sont retrouvés quelques jours plus tard. Quels effets ça a eu, ça et quels effets ça a et ça continue à avoir pour ce père en particulier. Donc je m'interrogeais, comment ces hommes qui devenaient pères, et en particulier pour la première fois avec cette période-là, ont eu accès aux échos, aux préparations à l'accouchement. Ça a différents enjeux. Mais ça a déjà des enjeux de toute façon très ordinaires qui sont tout à fait particuliers, parce que dans ces groupes de papas que j'anime en crèche depuis un moment maintenant, cette question des échographies, des groupes de préparation à l'accouchement pose déjà question dans l'ordinaire. Alors, dans ces conditions plus extraordinaires, ça pose aussi différentes questions qu'il faut continuer à interroger pour surtout pas les banaliser, parce que je crois que ça c'est un des points très importants par rapport à la situation sanitaire. Moi, j'ai trouvé ça dès le premier confinement. En retour de confinement, je reviens en crèche, j'entends comment se passent les temps d'adaptation à la crèche.
Et personne ne parle des effets de la Covid et de ce qui s'est passé. Et comment s'est passé l'accouchement, alors qu'on sait très bien que l'enfant, avec sa date de naissance, est né en plein moment de rush par rapport à la Covid. Hein. Bon, du coup, moi, j'ai fait un peu mon psy dans ces moments-là, où j'ai posé des petites questions qui ont été loin d'être des petites questions, mais qui ont permis vraiment d'ouvrir des choses et de ne pas laisser les choses en suspens. Si ça vous intéresse, il y a cet article que j'ai écrit dans le Carnet Psy, justement sur cette question des crèches et du retour lié au premier confinement en particulier. Alors voilà, au début, moi, je devais faire une recherche avec une enveloppe financée par l'Université de Franche-Comté, une enveloppe chrysalide, dans un contexte qui devait être à la base ordinaire. Et puis, voilà, c'était déjà très bien comme ça. Mais finalement, la Covid est arrivée. Alors bon, on a un petit peu dirigé les choses autrement, avec des entretiens à domicile pour rencontrer ces primipères, avec une succession d'outils qui sont l'entretien non directif de recherche. Ça, vous pouvez retrouver dans le livre de l'entretien clinique de Chilan. Il y a ce chapitre d'ouvrage qui est celui de Marie-France Castarède, qui est, je trouve, un outil important dans une recherche parce que ça permet d'avoir une question large et qui permet vraiment d'ouvrir le plus possible ce que cette personne-là a à dire sur un sujet en particulier. Et ici, c'est cette question du devenir père. La question du Rorschach aussi, de l'EPDS et puis de l'entretien semi-directif pour rediriger en particulier là des questions autour des particularités liées à la Covid et au confinement. On a rencontré 27 primipères en postnatal. Donc, ils ont en moyenne 31 ans, des bébés qui ont 4 mois et 9 jours en moyenne, des mères qui ont 29 ans. 10% des grossesses étaient non désirées. Alors, ça ne veut pas dire que les enfants n'étaient pas voulus, mais ce n'était pas le moment là. Ça ne devait pas arriver là. Ça arrivait un peu trop vite pour ces pères-là. Alors, par exemple, dans l'entretien non directif, ce qu'on peut retrouver avec cette question, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous me parliez de vos ressentis, de votre expérience de devenir père. C'est en majorité cette question de joie, en tout cas pour la plupart, pour 50% d'eux, qui est vraiment contrastée. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, à dire, qui est vraiment contrastée par la responsabilité du père. Il y a à la fois cette grande joie, ce moment heureux lié à cette paternité, et en même temps, une prise de responsabilité qui est vraiment flippante pour ces pères et qui est vraiment à prendre en compte et à continuer à prendre en compte dans les effets que ça a, dans la possibilité ou pas de s'engager du côté de cette patrescence, comme j'en ai parlé avant. Alors, ce qui était aussi intéressant, c'est que spontanément, la Covid-19, alors que c'était des enjeux pas possibles là, apparaît peu dans les discours des primipères quand on leur donne la parole de façon spontanée. C'était complètement dénié, banalisé. Voilà, ça n'avait pas de place, en tout cas, dans cet entretien non directif de recherche. Par exemple, il y a un entretien où la grossesse commence en janvier 2020. Et une des grosses questions du couple, c'est est-ce que la grossesse va tenir, parce que dans la famille, il y a beaucoup de fausses couches, et ils sont persuadés qu'il va y avoir une fausse couche, en tout cas ils attendent ça. Finalement, il n'y a pas de fausse couche, ils sont au bout des 3 mois, ils sont très rassurés parce que les choses vont bien. Et il dit ça, 3 mois, on est en mars, mars-avril 2020, il y a tous ces effets de la Covid et du confinement, mais ça n'entre pas du tout dans le discours autour de cette grossesse et de ces enjeux et de ce qu'il pourrait y avoir de rupture liée à la grossesse. Alors, il y a aussi une vraie, je dirais, mésentente dans ces questions de se figurer ce que c'est un couple conjugal, un couple parental, une triade. Qu'est-ce que c'est que ça l'impression dans les entretiens comme ça non directifs, qu'il y a des choses qui se disent autour du couple, c'est plus le même couple, on n'est plus dans ces mêmes enjeux-là, il y a quelque chose qui a changé, on devient des parents. Mais à la fois, je crois qu'il faudra qu'on fasse très attention, en tout cas au niveau des soins, à bien accentuer ces enjeux de couple parental et couple conjugal pour pouvoir les nommer comme tels et pour pouvoir justement aussi indiquer qu'il y a différentes incidences. Ben oui, il y a eu un couple conjugal et là maintenant il y a un couple parental, comment ça peut cohabiter et comment ça peut justement se penser ensemble, se diriger ensemble et entrer dans un système vraiment triadique qui peut se nourrir et peut-être justement avec des périodes où le couple conjugal est en stand-by. Alors ce qui ressort aussi beaucoup chez ces pères, c'est que ce qui aide à matérialiser un bébé, ça permet vraiment de favoriser un attachement à ce bébé et à s'engager dans les voies justement de la paternalisation. Alors, c'est des temps vraiment autour des échos. Il y a un papa, c'est l'aptonomie. L'aptonomie, ça a été vraiment quelque chose de très important pour lui, de pouvoir vraiment être concrètement là avec le bébé et sentir ses mouvements,
c'est vraiment à ce moment-là où on sent qu'il devient père, plus que dans des temps d'écho. Bon, les échos, il y a aussi ces moments où des papas parlent de... plus d'ailleurs, je trouve, moi, dans ce que j'ai entendu en clinique et puis par rapport à la recherche, c'est plus le battement du cœur qui fait quelque chose à ces papas dans quelque chose du mouvement plutôt que de percevoir le bébé par la voie de l'échographie. Il y a aussi ces questions autour de l'accouchement et puis du pot à pot qui restent quand même des temps décisifs et qui, je trouve, sont vraiment à penser aussi dans ces enjeux qui favorisent des aspects autour de la tendresse. Alors bien sûr, il y a aussi cette question des accouchements. Alors moi, ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup retrouvé dans des temps ordinaires, dans ces groupes de papas que j'ai menés en crèche. Je crois qu'il faut vraiment faire très attention à comment ces papas vivent cet accouchement. Et il faut absolument qu'il y ait un temps pour eux où quelque chose se dit autour de ça, parce qu'il y a beaucoup de traumatisme chez ces pères-là et ils ont du mal à s'en remettre. Il y a des moments, il y a des choses, dans des groupes de papas que j'ai menés en crèche, il y a toujours eu un moment dans un groupe où un papa parle d'un traumatisme qu'il a vécu à l'accouchement. Et vraiment, la question que j'ai à chaque fois, c'est mais à qui il en a parlé d'autres avant de nous en parler là, dans ce groupe-là, Il y a ces images comme ça, traumatiques, qui restent vraiment très en soute, comme clivées chez ces pères. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment très, très important de penser dans nos dispositifs comment on va permettre de sortir ces parts clivées, de tenter de transformer quelque chose, en tout cas de permettre déjà au moins que ça puisse un peu sortir. Ces aspects-là. Mais bon, il y a aussi beaucoup ce contraste, bien sûr, d'être un père qui n'accouche pas, qui n'a pas ça à vivre avec son corps et qui peut se retrouver comme ça aussi dans des difficultés liées à ce qu'il ne vit pas dans son corps tout particulièrement. Un des points aussi qui est très sensible et qui, je trouve, est encore pas du tout... pas suffisamment pensé. Alors, bien sûr, le congé de paternité a évolué en France maintenant depuis cet été, vous le savez. Mais quand même, moi je trouve qu'on accueille très mal cette question du retour au travail des papas. Qu'est-ce que ça leur fait de retourner au travail Ça paraît comme une évidence, oui, il va partir, tout, voilà, c'est comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de papas qui parlent de quelque chose de dépressif là derrière, de cette difficulté à laisser leur compagne, leur bébé, ce qu'ils ont commencé à tisser à trois. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec la Covid et les confinements, avec parfois aussi, même si c'est du télétravail qui est imposé, c'est que du coup des pères ont eu l'opportunité de rester beaucoup plus longtemps que ce qu'ils n'auraient dû, ce qu'ils n'auraient pu avec leur activité de travail, et que ça a été un vrai bénéfice pour eux pour justement installer quelque chose de la triade. Alors ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Peut-être qu'il faudra encore penser plus loin ces congés paternité et peut-être leur proposer quelque chose peut-être d'égal. Ce serait peut-être pas mal ça pour pouvoir justement qu'il y ait une triade qui soit suffisamment, je dirais, activée, quoi. Peut-être, je pourrais le dire comme ça. Là. Alors, il y a ces questions de temporalité qui reviennent aussi beaucoup, de préoccupation, la famille, voilà, dans 30%, des changements, l'anxiété, voilà, la responsabilité, la question de l'attente, du rythme, le changement de rythme, avec cette question aussi toute particulière du sommeil, dont on ne parlera jamais assez, bien sûr, en périnatalité. Mais quels sont les effets du manque de sommeil chez de jeunes parents, mères, pères inclus, avec aussi la question toute particulière de l'allaitement, mais c'est des questions qui ont besoin aussi de continuer à se poser pour permettre aussi à ce que des parents puissent tenir le choc et puissent se dire aussi que oui, ils ont le droit d'être fatigués, oui, ça a des effets sur leurs engagements, sur leur disponibilité avec leur enfant et sur aussi la constitution de la triade. Ça, bien sûr, il y a cet enjeu-là à prévenir, évidemment. Alors, je vous ramène quelques verbatims de ces entretiens non directifs. Par exemple, pour la Covid, le père, j'ai nommé père numéro 20, là, c'est un peu opératoire, mais bon, j'ai nommé comme ça là, pour la recherche. Ma conjointe était encore enceinte pendant le virus et ça a été compliqué puisque l'on ne savait pas ce que c'était que ce virus les premières fois. Je ne savais pas si ma conjointe pouvait l'attraper ou même si le bébé pouvait l'avoir. Aucun remède n'était encore disponible et on ne savait pas comment gérer la situation si elle s'aggravait. Un peu de peur par rapport à ça, c'était une période un peu stressante pour nous. Alors là, il y a bien sûr toutes les incertitudes liées à la Covid qui sont mises en avant.
C'est aussi intéressant de penser toute l'impuissance et l'anxiété de l'homme devenant père pour sa conjointe et son bébé. À noter que c'est pas pour lui, là. Il pense vraiment pour sa conjointe et son bébé. Avec une question aussi qui est importante pour moi. J'ai fait une thèse sur l'hypocondrie. Donc forcément, cette question, elle vient après. Et puis, dans la psychiatrie de l'enfant, j'ai proposé aussi un article autour d'une réflexion où on pourrait se poser cette question, justement, d'un souci hypocondriaque que peuvent avoir les parents par rapport à leur enfant. Alors, il y a ce qu'on pourrait rencontrer dans une trajectoire ordinaire. Mais là, peut-être qu'avec cette Covid, il faudrait se demander quelles sont les modifications de la trajectoire hypocondriaque primaire ordinaire. Est-ce que ça prend d'autres voies, d'autres sens, en plus, en moins, en trop. Bon, ça, c'est des points de réflexion à avoir. Alors, il y a eu aussi quand je parle des aspects positifs, c'est ce père 24, avec le confinement, on a déménagé entre-temps, on est devenu propriétaire, donc non, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, franchement. Donc, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, et on en retrouve d'autres, c'est que, en fait, il y a un aménagement du nid qui est favorisé. Et ça a pu se faire en couple avant que le bébé arrive. Parfois, le bébé était presque là, déjà là. Et c'est intéressant de penser comment ce nid... cet aménagement du nid se favorise par ce temps dont ils ont pu bénéficier avec cette période. Parce que ça aussi, c'est une difficulté qu'on peut rencontrer beaucoup en particulier quand on travaille en crèche. C'est ce moment où les parents déménagent, ça y est, dans leur maison, parce qu'il faut une chambre pour l'enfant, il faut peut-être un extérieur si c'est possible, ou des choses comme ça. Et là, du coup, oui, il y a encore plus de fatigue qui est engagée par des questions qui sont tout à fait matérielles. Et il faut pouvoir le soutenir. Parfois, quand on a des parents qui s'engagent dans retaper toute une maison, alors qu'ils ont 1, 2, voire plus d'enfants parfois, on se pose aussi des questions dans leur investissement, dans leur capacité à pouvoir investir sur le long terme. Bon, déjà sur le moyen terme. Alors bien sûr, il y a aussi quelques absences autour, par exemple, des échographies. Et il y a un père le père 1, par exemple, qui parle de ça autour de l'accouchement, comme une espèce de bénéfice autour de l'accouchement, parce que finalement, l'accouchement était pour lui le jour le plus heureux de sa vie. En plus, il a eu le droit d'y assister, de couper le cordon. Il avait peur de ne pas pouvoir le faire à cause de cette pandémie. Donc il y a des choses où du coup l'accouchement a été investi un peu différemment, c'était pas seulement l'accouchement ordinairement, c'était aussi parce qu'il n'était pas présent aux échographies. Alors il y a cette question aussi avec ce pèrerin du tact, comment il a été mis en péril, avec toutes ces questions là autour du masque, le fait là qu'il n'ait pas eu le droit de toucher son fils tout de suite après l'accouchement pour des raisons de sécurité. Alors que, juste avant ça, il dit « Lorsque je l'ai vu pour la première fois, je me suis mis à pleurer. J'ai tout de suite ressenti un grand bonheur, mais en réalité, c'était bien plus que ça. » Donc il y a à la fois quelque chose du être touché psychiquement, de ne pas pouvoir toucher physiquement son enfant, qui vient en contradiction avec cette période-là et qui vraiment pourrait interroger quelque chose de ce tact mis en péril, bien sûr en lien avec cette question à la fois de l'attachement, mais aussi de la tendresse. Alors, il y a aussi ces questions de collage physique et langagier. Par exemple, ce père 1 nous dit « Lorsqu'ils sont revenus de la maternité, j'ai pu être là car j'étais en vacances, mais pas en congé paternité. Mon entreprise a préféré me les donner plus tard car j'avais déjà 3 semaines de vacances et avec le Covid-19, on a accumulé pas mal de retard. J'ai passé toutes mes vacances collées à mon fils, à tel point qu'il m'arrivait de parler en langage bébé avec ma conjointe. » Ça, je trouve ça merveilleux comme exemple à donner parce que du coup, oui, l'engagement paternel est aussi favorisé par le fait d'être tout simplement là, les trois, dans un temps qui est suffisamment long, pour pouvoir là, être collés ensemble, pour parler le même langage, et pas seulement le papa qui parle le langage bébé avec son enfant, mais c'est avec sa compagne, donc je trouve que c'est assez fort comme verbatim dans ce que ça vient présenter et représenter de ces enjeux autour de la paternalisation et de la triade. Alors, il y a aussi des verbatim qui sont intéressants, qui peuvent prêter à confusion. Par exemple, autour du Père 23, il a pu indiquer qu'il a pu assister à l'arrivée de son bébé dans un nouveau monde.
Ouais, et je trouvais ça intéressant, cette question du nouveau monde, parce que c'est quoi finalement un nouveau monde? C'est pour un homme, c'est devenir père. Est-ce que c'est les découvertes extra-utérines du bébé, hein, ou est-ce que c'est ce nouveau monde avec la Covid-19 et ses enjeux sanitaires? On ne sait plus bien quel est le nouveau monde là, peut-être. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir peut-être mettre en avant cette question d'un nouveau monde de cette façon-là. D'autant plus avec ces photos masquées. Alors on voit pas très bien parce que c'est un peu noir sur la droite. Hein. Mais moi, j'étais frappé aussi par déjà des connaissances autour de moi, la famille, des amis qui envoyaient des photos de leur bébé à la mat avec eux masqués ou qui sortent de la mat masqués. Je trouve que ça fait un effet qui est assez particulier. Hein. Vraiment, la question du nouveau monde, là se pose. Hein. Alors, D'ailleurs, non, on ne voit pas grand-chose, mais on voit qu'ils sont masqués. oui. On voit que le masque finalement. Hein. Ça risquerait d'annuler le reste. C'est intéressant ça. Alors, il y a aussi ces décalages dans les présentations. Ça, c'est des choses qui ont été assez difficilement vécues par plusieurs papas. Et j'ai retrouvé ça aussi dans les crèches de façon plus informelle. Hein. Par exemple, là, Père 23 a dit après, c'est vrai que notre famille n'a pas pu le voir tout de suite, hein, mais enfin, ce n'était pas le plus important pour nous. Ils sont venus le voir les semaines d'après et nous avons célébré sa naissance cet été. Hein. Par exemple, dans une autre situation en crèche, c'était une situation où des parents avaient attendu plus de 10 ans parce qu'ils étaient dans un processus de PMA. Enfin, ils ont leur bébé et c'est en période de Covid. Et ils sont assez âgés, finalement, eux. Ils ont dépassé la quarantaine. Et du coup, ils sont très frileux à montrer leur bébé à leurs parents, qui sont très âgés eux-mêmes, pour ne pas contaminer. Du coup, ça a fait des effets de décalage de présentation, des effets de décalage comme ça temporels qui ont été tout à fait particuliers. Hein. Et je crois qu'il faut vraiment aussi interroger ça. Et alors, il y a aussi, je vous disais, par exemple, dans les crèches interentreprises, quand vous habitez Besançon et que vous avez été à Besançon parce que vous avez été muté à Besançon, que vous avez votre famille en Bretagne, je sais pas, dans le nord de la France, dans le sud. Hein, il faut se rappeler qu'on ne pouvait pas traverser la France comme ça. Hein, et il y a eu des grands-parents qui ont été très en difficulté de ne pas pouvoir aller voir ce nouveau bébé, ces nouveaux parents. Hein. Et là, il y a quelque chose dans le décalage des présentations qui est très important à noter, et aussi sur le plan international, hein, avec des parents qui... moi, j'ai vraiment en tête une situation par rapport à ça, d'un pays du Maghreb, où des parents ont attendu plus d'1 an avant de présenter leur bébé à leurs parents, hein, avec toutes les difficultés qu'ils avaient d'être isolés déjà eux-mêmes sur Besançon. Hein. Donc ça pose vraiment des questions très très importantes et qui sont amplifiées là par cette question de la Covid. Alors, justement, par rapport à cette Covid, par exemple, il y a eu une contradiction sur cette question du moment le plus opportun dans la vie, hein, parce que quand est-ce qu'on fait un bébé, voilà, peut-être pour certains, c'était pas forcément désiré à ce moment-là, mais pour certains parents, devenant parents, hein, il était question d'attendre le moment le plus opportun, hein, pour faire un enfant. Et finalement, on pourra se demander quels effets ça a eu la Covid sur ce moment le plus opportun. Est-ce qu'il est resté toujours opportun finalement, ce moment-là, hein, avec ce contexte-là? D'autant plus qu'en revenant en crèche après le premier confinement, j'ai entendu des professionnels dire mais moi dans ces conditions, je ne veux pas faire d'enfant, pas tout de suite, quoi. Hein, tout particulièrement. Alors, un des effets qui s'est retrouvé, à la fois moi cliniquement dans les crèches et puis dans cette recherche-là, hein, c'est ce bénéfice pour des parents, et peut-être en particulier des pères, mais je pense qu'il y a aussi les mères. Alors déjà, les mères ont pu dire, pour certaines, que ah là, c'était trop bien, on n'avait pas nos amis qui venaient, il n'y avait pas la famille, ils n'avaient pas le droit de venir. Et en fait, ça nous a fait beaucoup de bien pour nous et notre bébé. On pouvait être à notre rythme à la mat. Et alors, ce que j'ai trouvé avec les pères aussi, c'était très intéressant. Du coup, si j'étais dedans, j'avais plus le droit de sortir. On est resté 3-4 jours comme ça dans la chambre. Et du coup, je suis pas rentré à la maison. Il n'y avait pas d'autre chose à faire. Et ça a vraiment permis pour lui quelque chose de ce que j'appelais là une triade initiale. Hein. C'est vraiment d'avoir ce temps-là où on vit les choses au même moment, ensemble, hein, pour justement favoriser cette triade initiale. Hein. Et je crois que ça, c'est vraiment important à penser dans les maternités, hein, dans cette place des pères en maternité, parce que je serais assez à militer, bien sûr, pour que les pères puissent avoir cette place-là en maternité, s'ils le souhaitent, si c'est possible, et suivant aussi, bien sûr, les contextes. Hein. Et sur certaines maternités, ça reste encore une question qui reste vraiment en suspens. Peut-être qu'avec la Covid,
la question des visites pourra se poser différemment par la suite. Hein, et la place des pères aussi, peut-être, qu'il faudra aussi l'interroger très, très différemment. Hein. Alors, ce qui est aussi intéressant avec ce qu'il peut dire, même les sages-femmes ont expliqué à moi en premier pas mal de choses, hein, parce que ma conjointe n'était pas forcément très en forme juste après l'accouchement. Je trouve que c'est aussi important à penser par rapport à la triade, ça, justement. Hein. Comment un père peut être réceptif à certaines choses parce que justement sa conjointe n'allait pas du tout là, parce que physiquement elle a juste besoin de se remettre, hein, et que ça peut être justement ce qui participe comme ça à une vraie dynamique au sein de la triade. Et ça, je crois qu'il faudrait plus l'amener encore auprès des soignants médicaux et paramédicaux tout particulièrement. Alors, il y a eu aussi des choses qui étaient intéressantes dans les différents nourrissages et étayages, par exemple, des parents par les grands-parents maternels et paternels. Hein, donc, par exemple, le père 11. Quand elle était à l'hôpital avec le Covid, je ne pouvais pas rester beaucoup de temps. Donc, le soir à 18h, je devais partir. C'est vrai que nos deux familles, pour dîner ensemble, pour moi, c'était un soulagement. Vu que la naissance a été très, très stressante, on a pu en parler avec la famille. Donc, la rentrée à la maison s'est très bien passée. On n'avait rien à faire. Nos parents préparaient à manger, faisaient les courses. Donc, on pouvait profiter d'elle, donc de sa fille ici, et c'est tout. Ça, je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir diriger ça, de pouvoir penser ça, comment des parents sont disponibles, hein, quels besoins ils ont d'être nourris par d'autres personnes ailleurs, et peut-être justement leurs parents, hein, pour pouvoir justement assurer quelque chose d'une circulation dans cette triade. Alors, par exemple, dans une famille à l'étranger, hein, sur des parents nés originaires du même pays, on vient d'Espagne et toute la famille est en Espagne. Avec le confinement, les frontières étaient fermées, donc on ne savait pas s'ils pouvaient venir, surtout que c'est la première petite fille de mes parents et des siens. J'ai aussi en tête, voilà, je parlais du Maghreb tout à l'heure, mais j'ai aussi en tête une maman origine d'Amérique latine qui est venue à Besançon pour ses études et qui maintenant est installée professionnellement, qui a eu son premier enfant là. Sa famille n'a toujours pas rencontré son enfant et cet enfant est aujourd'hui en grande section de maternelle et bientôt prêt à aller en grande section de crèche et bientôt prêt à aller en petite section de maternelle. Alors, il y a aussi voilà, cette question autour du confinement, d'une tranquillité favorisée pour le bébé. Hein. Cette question aussi là il pleure pas beaucoup, il nous semble pas stressé. Alors je sais pas si le confinement y est pour quelque chose, hein. Par exemple le père 7 a pu dire ça. Ça nous a évité d'avoir à la trimballer à droite à gauche, ça nous a permis de la stresser, de ne pas stresser, de pas nous stresser et justement de peut-être trouver notre rythme et de trouver son rythme à elle. Hein. Ça aussi je trouve ça intéressant, hein, pour pouvoir penser comment la triade peut se poser et avoir son rythme à elle-même grâce ici au confinement. Un père a dit, par exemple aussi, j'ai eu un congé paternité gratuit et rallongé. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Et puis le père 7 encore, on a eu un peu peur qu'elle devienne sauvage, hein, avec cette question des compétences sociales pour le bébé avec le confinement. Hein, voilà, est-ce que l'enfant finalement pourra par la suite être en présence de personnes inconnues, étrangères, hein, qu'est-ce que ça va mettre en jeu, en scène. Bon, c'est des questions qu'ont pu se poser certains pères. Alors, ce qui est aussi intéressant avec l'outil du Rorschach et dans des données là qui sont plutôt quantitatives, c'est qu'il y a souvent des problèmes, je vais le dire comme ça, avec la planche 4 et avec la planche 6 chez ces papas. Là, par exemple, sur 27 papas, la planche 6, on a 10 chocs, par exemple. Hein. Et puis, dans les planches les moins aimées, pour 14 paires, c'est la 4. Et pour 7 paires, c'est la 6. Alors, par contre, celle la plus aimée, c'est plutôt la 10. Pour justement un peu contrebalancer. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'on pourrait se demander qu'est-ce qu'elle représente pour ces pères, hein, ces différentes planches. Hein. Alors dans la planche 6, il y a bien sûr ce symbolisme sexuel, en particulier phallique, pénien, mais il y a aussi voilà, l'idée de quelque chose de doux. Hein, vous savez, il y a cette peau qui peut être trouvée, il peut y avoir aussi des trous qui peuvent être trouvés dans cette planche-là. Alors, qu'est-ce que ça met en tension chez ces pères, c'est cette planche 6 tout particulièrement, et puis la planche 4, hein, avec cette forme imposante, voilà, qui parfois est un ogre pour certains, ou un homme à moto, par exemple. Hein, qu'est-ce qu'elle vient représenter? Qu'est-ce qu'elle vient représenter de la mise en difficulté de quelque chose du côté peut-être masculin paternel? C'est une question qu'on pourrait ici se poser tout particulièrement. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport à ces Rorschach,
Et ma collègue Rose-Angélique Belot, qui travaille beaucoup les Rorschach auprès des mères, hein, autour de la grossesse et de la maternité, a été très étonnée que je lui dise, mais tu sais, dans les Rorschach, on retrouve des réponses périnatales chez les pères. Il y a plein de réponses périnatales qui sont là. Là, par exemple, le papa va parler d'un utérus féminin, l'autre du caca de sa fille, la position de l'accouchement dans la grossesse, une moitié d'échographie, je dirais 2 bébés, hein, une échographie, un utérus, le vagin d'une femme, hein, 2 femmes face à face au-dessus du berceau de leur enfant. Des choses comme ça qui vont se retrouver. La planche 4, c'est bizarre et sombre, la position de l'accouchement, retournant la planche en voyant le début du corps du bébé sortir, par exemple. C'est intéressant, cette réponse-là. On peut voir la planche 4 très, très différemment, là. Et moi, là, je dirais que c'est la vision d'un bébé face à un adulte. C'est-à-dire que si on se mettait à sa place d'un bébé, à la place de ses yeux, puis qu'on est debout devant lui, c'est à peu près ce qu'il doit voir, hein. C'est-à-dire, on a 2 grands pieds, les bras sur les côtés, puis le visage au-dessus, qui est assez dominant. Donc, c'est intéressant là, de voir qu'il y a comme quelque chose d'une identification à ce que voit le bébé, hein, et à ce que pourrait percevoir le bébé. Un géant avec quelqu'un entre les jambes. Ça, c'est aussi intéressant avec ce père 10. Là, par exemple, planche 7, une échographie, 2 femmes enceintes qui checkent leur ventre. Père 21, une radio du corps avec des organes génitaux, les parties basses du corps, donc comme le bassin, 2 têtes de bébé pour le père 27, pour le père 4, un gros gorille. Alors celle-là, je l'adore, cette réponse-là. Je trouve qu'elle est très intéressante au niveau de la bisexualité psychique. Il y a quelque chose vraiment de très intéressant. Lui, il dit que cette planche 8, c'est un gros gorille avec une robe de femme multicolore et des armures sur les avant-bras. Je trouve qu'il y a quelque chose là de très combiné. Je trouve que c'est très intéressant cette réponse-là. Alors, je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi. Mais voilà. Le père 8, à nouveau planche 8, une radio du corps avec des organes génitaux et les parties basses du corps comme le bassin. Alors, on retrouve aussi d'autres choses, un système reproducteur. La question du placenta qui peut se retrouver par exemple là, planche 10 avec le père 8, hein, des pinces que l'on peut utiliser lors de l'accouchement. Les trompes de l'utérus, l'intérieur d'une femme avec l'utérus par exemple. Donc, planche 4, hein, comme je vous disais, il y a 10 chocs, 1 refus, 14 planches négatives. Hein, donc, c'est intéressant de penser que vraiment, il y a quelque chose qui est mis en tension par cette planche-là, avec des réponses qui peuvent être quelque chose de l'animal écrasé, de la poule désossée, une feuille en automne un peu abîmée, une paire de bottes en éventail, une souris disséquée, une peau de castor, par exemple. Hein. Donc ces questions-là, elles sont intéressantes à penser justement dans ces voies de la paternalisation, hein, et peut-être quelque chose d'une mise en difficulté, hein, de ce rôle masculin paternel. Je crois qu'il faut vraiment pouvoir peut-être l'interroger là. Alors le PDS, par exemple, le PDS c'est intéressant aussi parce que dans notre étude, alors si on part de 10, hein, quasiment 15% des pères de notre étude auraient besoin de consulter un médecin généraliste ou un psychiatre suite à ces résultats. Hein. Donc ça c'est le PDS classique. Oui, classique. C'est lui fait voilà. pour les femmes. Oui, oui. Et c'est le PDS postpartum ou c'est celui qui a été adapté en prénatal? En postpartum. C'est celui le classique. Ouais, le classique, vraiment le plus classique. Ouais. Alors là, on retrouve des choses 12, 10, 17 hein, pour certains pères, avec aussi un des pères, le père 13, qui, question 10, va dire « Il m'arrive à penser à me faire du mal », il y a un score à 2 là, donc ça s'interroge. Pour le père 24, avec son score à 17, il semblait que ce soit plus lié à des enjeux professionnels, mais bon, ça restait vraiment à questionner là. Hein. Et puis avec ce père 13 aussi, il faudrait pouvoir aussi qu'il puisse, enfin, en tout cas qu'il y ait un autre travail ailleurs que dans le cadre de cette recherche. Hein. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le chiffre, hein, 15%, de pouvoir le penser, parce que ça veut dire qu'un père sur 10, un peu plus, a des besoins particuliers du côté médical, hein, et qu'il faut vraiment sensibiliser les médecins généralistes et les psychiatres à ce sujet. Et c'est pas seulement les psychiatres, c'est vraiment aussi les médecins généralistes. Hein. D'ailleurs, à Besançon, il y a le département de médecine G qui a fait quelques thèses déjà autour de ça et qui va en faire aussi. Hein. Et puis moi, je les invite fortement à le faire. Ils m'ont convié à certaines thèses pour des médecins généralistes et c'est très intéressant qu'ils puissent avoir cette attention-là, cette veille-là, hein, autour des pères et bien sûr la grossesse. Alors,
On retrouve aussi dans les entretiens semi-directifs voilà, des choses autour de la Covid. Il y en a un seul qui a eu la Covid, par exemple. 18 étaient présents aux échos, donc 2 sur 3. 18 ont porté des masques pendant l'accouchement. Ça, par exemple, dans les équipes de crèche, ça crée quelque chose d'assez effroyable de se rendre compte qu'en discutant avec les mères pendant cette première période, elles avaient accouché avec des masques. Vraiment, les professionnels avaient une autre perception de la mère après. Hein, ça changeait tout, mais il fallait pouvoir la poser la question. Hein, parce que du coup, comme la question ne se posait pas souvent, le fait de pouvoir redire aux professionnels de poser des questions à ce sujet, ça a permis aussi d'être plus sensible à ces questions-là. La question des pots à pot, alors là, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu faire des pots à pot, mais quand même la plupart ont pu. Et puis ces temps aussi à la maternité qui sont assez différents. Alors sur Besançon, il y a une clinique privée et le CHRU, hein, donc ça change aussi un peu peut-être les choses. Il y a aussi d'autres endroits sur le cas de la Franche-Comté. Mais on est passé comme ça d'un temps de maternité qui est de 1 jour à 6 jours. Hein, voilà, donc des choses comme ça qui s'interrogent. Les visites de l'extérieur, hein, ici seulement 22% de visites à l'extérieur. Et la question de couper le cordon. Alors là, il y a aussi quelque chose de particulier par rapport à couper le cordon, c'est qu'il pourrait y avoir aussi une maltraitance des pères dans ce sens-là, où beaucoup de pères disent que, en fait, on leur a demandé de couper le cordon, ils l'ont fait, mais ils ne voulaient pas le faire. Ouais. Ouais. Et ça reste quelque chose... Il y a beaucoup de pères qui parlent de ça. Et il y a un père qui est un peu embêté, d'ailleurs, il dit je l'ai fait, en gros, parce que je n'ai pas été aux échos ou à d'autres choses, mais en fait, moi, je ne voulais pas le faire. Quoi. Enfin, voilà. Il y a une espèce de... Bon, si je ne vais pas aux échos et que c'est un problème pour moi, il faut peut-être que je fasse ça, mais bon, non, pourquoi hein. Mais il y a un manque de temps de réflexion par rapport à ça. Il y a des choses qui sont vraiment du côté de l'agir. Et puis, surtout pour certains pères qui restent traumatisés par des événements de l'accouchement, ils n'ont pas envie d'être dans ce truc-là qui va encore agir et traumatiser. Alors, des événements particuliers qui se passent pendant l'accouchement, certains pères en parlent là, il y en a 37%, si on fait en pourcentage. Une opération du bébé, un placenta bloqué, un bébé qui a l'épaule coincée, une hémorragie, un cordon autour du cou, une déshydratation, un déchirement, une césarienne, une réanimation, un risque infectieux et une péridurale, une déchirure. Voilà, donc autant d'événements, il faudra se demander comment ces pères ont été accompagnés en maternité autour de ça pour se demander ce que ça leur a fait à eux. Hein. Bien sûr, il faut accompagner les femmes autour de ça, mais et les hommes, hein, qu'est-ce qu'ils ont vécu de ça et comment ils se sont sentis. Hein. Parce que quand je parle de ces événements traumatiques autour de l'accouchement, j'ai vu des pères comme ça, pour eux, le truc, c'est de se dire, mais là, ma femme est en train de mourir, quoi, elle va mourir. Hein. Ou alors le bébé va mourir, ou alors les deux. Hein, et des choses comme ça, j'ai en tête comme ça un papa qui me disait, on m'a dirigé dehors un moment, crac, on m'a mis en salle d'attente, il y avait 3 salles d'attente, il y avait 3 salles d'accouchement, et puis d'un coup, je vois toute l'équipe paramédicale sortir des autres portes et aller dans la salle d'accouchement de ma femme. Et personne ne m'a rien dit, je ne savais pas ce qui se passait. Donc j'ai tout imaginé, le meilleur, le pire, mais surtout le pire en fait. Hein. Et c'est d'ailleurs un papa qui est assez exemplaire, j'en parle dans un des articles autour des groupes de papas, que je trouve exemplaire dans ce sens où du coup il a eu un moment avec le bébé particulier, parce que sa femme avait besoin d'être en réanimation un moment. Mais le besoin qu'il a vraiment eu, lui, c'était d'aller voir sa femme. Et l'équipe paramédicale a eu beaucoup de mal à comprendre ça. Il ne voulait pas au début qu'il allait voir sa femme. Et lui, il avait besoin d'être rassuré pour savoir si sa femme allait bien. Et c'était vraiment un enjeu aussi qu'il voit aussi que sa femme, vraiment est en tête qu'il est en train de se soucier d'elle et de se demander si elle va bien. Hein, et pas de vivre un truc avec le bébé pour lui, sans elle, quoi. Hein, y avait plein d'enjeux. Je trouvais que c'était une situation clinique qui est très intéressante sur ce plan-là, hein, pour pouvoir aussi penser comment le père, il prend des moments pour lui, mais il pense aussi à sa conjointe et hop, il vient réanimer quelque chose qui permet que ça circule à nouveau, hein, dans cette triade. Alors, et il y a aussi ces questions des masques, bien sûr. Hein. Les enfants ne voient pas beaucoup à la naissance, donc ceci ne doit pas être gênant, hein, pour penser justement à la place des masques et comment ça a été une difficulté ou pas pour les pères. Bon, on peut se rassurer de différentes façons. J'aurais voulu qu'ils me voient entièrement. Après, je sais qu'un nouveau-né ne voit rien à la naissance. Hein. C'est aussi à nouveau ça qui pourrait ressortir comme des besoins de réassurance de certains pères. Alors,
Si on se focalise par exemple sur le père qui a eu un EPDS à 17 hein, et un Rorschach avec des chocs particuliers à la planche 1, à la planche 4, à la planche 6, à la planche 10, voilà, ça fait beaucoup de chocs. Hein. Il y a quelque chose à travailler là chez ce père-là. Alors lui, par exemple, il indique qu'il n'y a pas eu de diminution de salaire, qu'avec la Covid, le confinement, il y a eu un maintien du niveau financier. Il a pu dire aussi, on découvrait ce que c'était ensemble que d'avoir une maison, avoir un petit bout de terrain, un cadre très agréable. Nous, franchement, le confinement, ça a été vraiment plaisant et c'est beaucoup de moments de tranquillité. Hein. Donc c'est intéressant de penser comment là, il y a une exploration, une installation d'une nid familiale avec un rythme qui semble plutôt du côté de l'apaisement, bien que il y a des choses tout à fait particulières dans cette situation. Je faisais le maximum pour qu'elle n'ait pas forcément à sortir. Alors ça aussi, c'est intéressant de penser la fonction nourricière et logistique de l'homme pour sa conjointe enceinte, là en particulier. Et aussi, ce qui peut dire, moi, mon accouchement s'est très très bien passé et il en rigole. Ça, je trouve ça intéressant. Non, est-ce qu'on est assez préparé, même si on ne savait pas où on allait, ce qu'elle a fait était bien fait, et ouais, je pense qu'on y était prêt. Donc là, c'est intéressant de penser comment l'accouchement paternel reste à penser.